Bonjour tout le monde. Bienvenue donc à notre petite présentation sur comment quitter le côté obscur qui est les applications Android sur Java et donc passer sur du Kotlin. Donc petit disclaimer, on ne va pas parler de langage à proprement parler, mais plutôt comment vraiment faire une migration dans son intégralité. Alors, déjà, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que nous on fait là? De quoi on va parler? Déjà, on va commencer tout simplement par se présenter. Donc moi je m'appelle Cécile, j'ai pas tout à fait le même t-shirt, mais au niveau des gilets c'est la même chose. Donc je travaille depuis 1 an et demi à peu près chez Publicis Sapient Engineering et je fais du développement Android. Et donc moi, Corentin Châtelier, j'ai changé de lunettes depuis aussi, mais c'est pas grave. Et donc je suis chez Mobiapps depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, de quoi on va vous parler? Quel exemple? En fait, on s'est rencontrés, Corentin et moi, sur le projet Cosmo. Donc Cosmo pour les intimes, s'il te plaît Corentin, ça veut dire Contrôle et solutions de mobilité. en termes beaucoup plus pratiques et beaucoup plus concrets, c'est vous prenez le train et généralement vous dormez quand ça arrive et on vous réveille, on vous demande votre billet s'il vous plaît et si vous n'avez pas votre billet, on vous fait payer. Très concrètement, c'est ça. Faut savoir que ça fait 1,5 million d'euros par semaine, donc au terme de disponibilité, on n'a pas forcément trop de marge d'erreur. Plus techniquement parlant, maintenant, en fait, l'appli Cosmo, c'est 5 petites applis qui sont encapsulées en une seule et qui sont supportées par 2 librairies séparées, dont on va parler, donc la partie repository et la partie core. Donc voilà, pour vous présenter un peu le projet Cosmo au niveau de l'architecture, si vous êtes familier avec la clean architecture, vous reconnaîtrez certaines choses. Quand on s'est rencontré avec Cécile il y a à peu près 8 mois sur le projet, déjà 8 mois, oui. Voilà à quoi ressemblait le projet. Donc, Cécile vous a parlé déjà, donc la librairie Core, la librairie où il y a toutes les règles métiers et tout le côté fonctionnel, était déjà en Kotlin à notre arrivée. C'était déjà un beau boulot de fait, mais il restait toute la partie repository. Et donc, cette partie core fait l'interface entre les repositories et la partie application, qui est tout le côté Android, qui est ce que vous voyez à gauche ici. Et donc, on a ces 5 applications qui sont encapsulées en une seule. Et sur ces 5 applications, on n'avait que 2 en Kotlin. Et il nous en restait donc 3 à passer de Java à Kotlin. Et donc, à l'heure actuelle, donc 8 mois après, on a passé la partie repository en Kotlin. Et il nous reste une seule application Android à passer en Java. Donc il y a eu quand même du gros boulot de fait. Et il nous reste une seule application, on y travaille encore. Et voilà, c'est l'application principale. Et ça devrait être fait bientôt. Alors, je vous laisse lire 30 secondes, enfin un peu moins parce qu'on a quand même limité un temps pour mettre dans le thème. Tout ça pour aborder, avec la meilleure transition au monde, le sujet pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à faire une migration alors que notre appli elle fonctionne en Java. Pourquoi est-ce que je devrais m'embêter à la bouger? Déjà parce qu'il faut bouger. On ne va pas rester sur des choses qui ne vont plus forcément, surtout que Kotlin est devenu le langage préférentiel pour Android depuis 2019. Donc c'est vraiment poussé par Google, autant suivre la direction vu qu'ils sont quand même un tout petit peu intéressés sur le sujet. De plus, il y a toute une partie du DSL de Kotlin qui est dédiée à Android, donc qui s'appelle Kotlin Android Extension, qui est vraiment fait pour, donc autant les utiliser. Le projet Jetpack également, qui est porté par Google. Pour ceux qui ne font pas de développement Android, en fait, c'est le projet qui permet de découper tout l'ensemble de la librairie pour Android en sous-parties. Donc vous avez une partie base de données, une partie cycle de vie, etc. Bref, c'est en Kotlin. Niveau performance, c'est quand même carrément mieux, donc autant l'utiliser. Multiplateforme, Kotlin multiplateforme évidemment, parce que il n'y a pas qu'Android dans la vie. On est en majorité, mais quand même. On n'a pas de problème de compatibilité à déclarer, puisque de toute façon, Java, Kotlin, ça tourne sur la JVM. Donc, il n'y a aucun problème à se dire qu'on peut y aller petit bout par petit bout. Et puis, pourquoi migrer? Parce que Kotlin, c'est cool, en fait. Donc, nous, on a des raisons un petit peu arbitraires, tout simplement parce que les nuls, c'est beaucoup plus simple. La gestion des nuls, plutôt, c'est plus simple. On a moins de boilerplate. Et puis, les coroutines, c'est cool. Ensuite, vous pouvez itérer. Nous, on a un petit peu réduit, mais voilà, Kotlin, c'est cool. Et maintenant, donc, pourquoi on échoue et comment on réussit? Déjà, on va définir ce que c'est une bonne migration. Et quand est-ce qu'on pourra se dire, on a réussi, ça a marché, c'est cool, on peut faire autre chose, quoi. Et donc, première chose, évidemment, côté utilisateur, ça doit être totalement transparent au niveau de toute l'application, des animations et tout ça. Ça doit être le même fonctionnement et les mêmes performances.
Côté dev aussi, on a quelques critères. On veut que l'idéal c'est que tout passe en Java. Donc quand je dis tout, c'est sauf librairie externe évidemment. T'as dit encore ? Tout passe en Java, on veut pas Java. Non, tout passe en Kotlin, ouais, c'est ce que je voulais dire. Sauf les librairies externes. Au niveau des tests unitaires, ils doivent rester valides, évidemment, c'est le but. Et avec la même couverture de code, ça nous permet de conserver une qualité de code à travers la migration. Le versionning doit être conservé, c'est toujours très important dans un projet et on ne doit pas le perdre en faisant la migration. On va vous en parler un peu plus tard. Lisibilité et simplicité, c'est du Kotlin, normalement ça peut que aller vers le mieux. Mais voilà, on ne doit pas perdre en lisibilité ni en simplicité. Et du coup, disponibilité aussi, c'est important de ne pas faire augmenter le taux de crash quand on fait la migration, évidemment. Surtout sur une appli qui fait 1,5 million à la semaine. Ce serait dommage. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Par quoi on commence ? On commence par choisir sa cible. On vous l'a dit, l'immigration, ça peut se faire au petit bout par petit bout. Savoir maintenant par quoi on commence. Pensez au versionning, évidemment, ça, on en parle après. La partie la plus touchy. On vous recommande, de notre expérience, vraiment de vous attaquer à la migration fichier par fichier, unitairement. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est migrer un fichier par fichier, essayer de compiler, fixer si ça ne marche pas, faire tourner les tests, parce que ceux-là, il faut absolument que vous les gardiez le plus longtemps possible, corriger si ça ne va pas, et une fois que c'est bon, vous committez. La migration, elle est suffisamment longue pour que vous fassiez plein de petits commits unitaires, et surtout, vous gardez vos tests pour vous assurer de la validité de votre migration. Ensuite, on continue, on suit notre petit cycle, tout ça pour finir par la livraison. Maintenant, on parlait de target, de cible. Pour Luc, pour détruire l'étoile noire, c'était pas très compliqué, hein, il n'avait pas trop le choix. Pour nous, c'est un peu plus vaste. On l'a dit, Kotlin et Java, ça tourne sur la JVM, il n'y a pas de problème d'interopérabilité. Donc, techniquement, on pourrait commencer par où on veut. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt de commencer par tout ce qui est objet modèle, la partie repository, la partie data source. En gros, tout ce qui va vous permettre de provider des données. Pourquoi ? Parce que c'est quand même beaucoup plus simple de commencer par les data classes, parce que vous n'avez pas de dépendance à des logiques métiers, vous ne savez pas trop ce que vous recevez, est-ce que c'est nullable, est-ce que c'est pas nullable, et surtout ça vous fait un clean start. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, à partir du moment où votre couche de données de data est clean, vous pouvez remonter, passer par la logique métier, puis éventuellement arriver à la partie UI, sans avoir d'interdépendance trop importante. Let the past die, c'est exactement ce qu'on ne va pas faire, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau du versionning. On va essayer de le conserver pendant cette migration. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors déjà, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas ? Si on ne le fait pas, vous prenez votre Android Studio, vous faites convert from Java to Kotlin. Qu'est-ce qu'il va vous faire ? Il va vous supprimer votre fichier Java, il va vous créer votre fichier Kotlin. Et quand vous allez essayer de regarder le versionning de votre fichier, vous verrez juste un nouveau fichier Kotlin. Vous aurez perdu tout ce qu'il y avait avant dans le versionning du fichier Java. Évidemment, ce n'est pas l'idéal et on va chercher à éviter ça. Et pour faire ça, on va faire un petit tour de magie avec Git. Le petit tour de magie, c'est très simple. Avant de faire votre migration, la première chose que vous faites, c'est vous prenez tous les fichiers que vous voulez migrer et vous les renommez de Java à Kotlin. Vous ne touchez pas à l'intérieur des fichiers, leur contenu. Vous prenez juste le nom du fichier et vous le renommez de Java à Kotlin. Deuxième commit, vous faites exactement l'inverse. Vous renommez tous les fichiers que vous venez de renommer en KT, vous les prenez et vous les renommez en Java. Ça paraît un peu débile comme ça, mais vous allez voir que c'est le principe du tour de magie. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites toute votre migration. Et à la fin de votre migration, le petit trick, si tu veux bien passer à la tâche suivante, c'est de faire un rebase sur le premier commit. Et donc, le premier commit qui passe vos fichiers de .java à .kt, vous faites un rebase dessus. Vous allez arriver sur le petit texte qui est en bas, qui vous demande quel commit vous voulez squash, quel commit vous voulez pick. Le principe, c'est de squash tous vos commits, sauf donc ce qui correspond au deuxième ici, celui qui est tout en bas, qui rename vos fichiers KT en Java. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, si le rebase se passe bien, voilà, vous pouvez avoir des conflits, évidemment. Le but, c'est d'aller à la fin du rebase. Et à la fin du rebase, on va arriver à ça. Donc, votre fichier est converti en Kotlin et vous avez conservé l'historique. On le voit bien ici. À droite, vous avez le fichier Kotlin. À gauche, vous avez le fichier Java. La conversion n'est pas parfaite, mais on voit bien qu'on est passé de Java à Kotlin.
et on a gardé l'historique du fichier de Java. Si une fois que vous avez fait votre conversion, vous n'arrivez pas à avoir dans le versionning vos anciens commits où il y a des choses qui ne se passent pas bien, je vous conseille de faire le fameux invalidate cache and restart. Android Studio a un peu de mal à gérer le cache à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait la conversion, voilà, des fois il y a des choses qui ne se passent pas bien. Vous faites un invalidate cache and restart, il va supprimer le cache, redémarrer Android Studio et tout devrait être parfait comme il faut. Alors, on va accélérer un tout petit peu la cadence, accrochez-vous. Alors, pour la plupart des développeurs, en gros, on pourrait résumer notre métier à ça. Hein. Si tout pouvait être automatisé, on ne serait plus là. Donc, en gros, si on suit Android Studio et qu'on fait juste migration, paf, généralement, ça ne marche pas trop bien. Exemple, ici, vous avez juste un résultat sur un clic à faire. Bon, pas très compliqué, hein. If, else, le contenu, en vrai, on s'en fout. Le problème, c'est que si vous suivez directement la migration, voilà les petites erreurs auxquelles vous allez avoir droit. Donc on a nombre de double points d'exclamation et on n'a aucune gestion du nul qui peut être faite. C'est juste, on aurait très bien pu imaginer mettre un let, raté, ça reste comme ça. C'est vraiment de la traduction, entre guillemets, mot à mot. Autre exemple, on prend un objet, bon certes un petit peu lourd ici, sauf que si je fais ma migration juste avec la migration automatique, voilà, il y a des petites choses qui manquent. Donc, j'ai pas ma data class, j'ai pas mon annotation, elle n'est pas forcément super clean. Alors que moi, j'aurais plutôt voulu ça, ma data class, mon annotation propre, etc. Donc, en gros, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'utiliser cet outil de migration automatique parce que ça quand même permet d'accélérer pas mal les choses. Par contre, attendez-vous à ce que ce soit incomplet. Il y a les nuls qui sont pas forcément bien gérés et des data classes qui sont pas générés automatiquement. On va parler un peu des sujets qui fâchent. On va parler d'injection de dépendance. Alors, en général, ça se passe bien. Mais quand vous commencez à faire la migration d'un projet, vous avez deux solutions qui se présentent à vous. La première, c'est de garder la solution existante d'injection de dépendance et de la passer de Java à Kotlin. Typiquement, nous, sur Cosmos, c'est ce qu'on a fait. On était sur Dagger, et donc on a passé Dagger, les codes de l'injection de dépendance de Java à Kotlin. Voilà, il faut savoir que les classes qui sont générées ensuite restent en Java. Donc, vous ne profitez pas du côté de Kotlin à ce niveau-là. La deuxième solution, c'est évidemment de passer sur des solutions d'injection de dépendance qui sont faites pour Kotlin, style Coin, Codeine, ce que vous voulez, peu importe. Voilà, c'est ce qui vous permettra de profiter complètement de Kotlin, mais il faut savoir que c'est quand même un gros boulot. Il faut revoir complètement l'injection de dépendance pour toute votre application. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de ne pas le faire pour notre projet Cosmo. On a presque fini, c'est promis. Maintenant qu'on a suivi notre plan de migration, donc on a ciblé notre target, on a fait la migration, on a pensé à notre historique. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les tests. Je vous ai dit, les tests, on les garde le plus longtemps possible. Et maintenant, on les change. Maintenant qu'on s'est assuré que toute notre migration s'était bien passée, on peut se permettre de passer également nos tests en Kotlin. Donc, on commence évidemment par la couche la plus basse de notre pyramide, toujours. Donc, les TU, puis au fur et à mesure, même logique que pour le code parent, on va dire ça comme ça, on remonte aux tests d'intégration, puis éventuellement aux tests UI, si vous en avez. Finalement, petit bilan pour nous, côté Cosmo, sur notre projet, comment ça s'est passé la migration. Alors déjà, de manière générale, ça s'est plutôt bien passé. C'est agréable pour nous d'être arrivé sur Kotlin et ça n'a pas pris trop de temps. Donc, si on reprend notre définition d'une bonne migration, niveau transparence côté utilisateur, on n'a eu aucun souci. Ça, c'est complètement géré par Android. Au niveau performance et niveau UI, c'est exactement la même chose. Pour les devs, donc, passer tout en Java, on n'y est pas encore. Comme j'ai dit précédemment, il nous reste une application à migrer. On y travaille. Au niveau des tests, on n'a eu vraiment aucun problème, et ce qui nous a vraiment permis de valider notre migration une fois que c'était fait. Au niveau des tests d'intégration et unitaire, c'est pareil, c'est la même chose, ça s'est très bien passé. Au niveau du versionning, ça s'est bien passé aussi parce qu'on avait pensé avant de faire la migration à faire le petit trick que je vous ai montré qui nous a permis de conserver tout l'historique, et c'est quand même un projet qui a 3 ans, donc c'était important de conserver l'historique. Lisibilité et simplicité,
c'est Kotlin, c'est cool. Et disponibilité, voilà, ça s'est pas passé évidemment parfaitement. On a découvert qu'il y a quelques crashs qui sont arrivés avec la migration, et c'est principalement dû à la gestion des nuls de Java. C'est-à-dire que le back-end nous renvoyait des éléments nuls là où on s'y attendait pas. Et avec Kotlin, ça a permis de détecter ces problèmes fonctionnels qu'on ne voyait pas du tout avec Java, parce que c'était évidemment caché, vu qu'il n'y a aucune gestion du nul. Mais voilà, de manière générale, c'est plutôt bien passé. Voilà, vous avez toutes les infos, donc maintenant, merci beaucoup, et puis may the force be with you. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour la présentation. J'avais une petite question. Est-ce qu'au niveau des règles de ProGuard, est-ce que du coup le fait d'avoir migré cette base de code de Java en Kotlin a eu un impact sur ces règles de ProGuard, ou finalement non, c'était comme d'habitude et en fait c'était exactement pareil? Est-ce que vous utilisez ProGuard toujours ou pas d'ailleurs? Alors on utilise ProGuard. A priori, ça n'a pas causé de gros problèmes parce que en fait, on a suivi au fur et à mesure par librairie s'il y avait des changements aussi, mais sinon rien de spécifique. Non. Voilà. Par contre, je pense qu'on n'a pas forcément le temps pour la suite, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir après. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'être venus. Merci.